d'entreprise qui va passer d'une start-up à une grande entreprise. Alors, c'est quand la société passe de la TPE à la PME, de la PME à l'ETI, de l'ETI à la société internationale. Donc, c'est la croissance. La croissance, elle peut se faire au niveau national, au niveau international. On ne va pas parler ce matin, même si certains vont l'air intéressés, de la start-up. La start-up, c'est un autre environnement, c'est un autre univers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qu'on donne pour des startups qui se créent, qui sont les mêmes que les scale-up, mais ce n'est pas le même contexte. En tout cas, nous, par exemple, chez Entreprises et Décisions, on ne va pas travailler pour des startups, pour plein de raisons. Donc, il faut aussi comprendre que c'est un autre univers et qu'on ne va pas appliquer les mêmes recommandations et les mêmes conseils et les mêmes techniques et surtout les mêmes partenariats et les mêmes fonds d'investissement. L'environnement donc est totalement différent et les consultants et les fonds d'investissement et les banques sont différentes. C'est très important de bien distinguer les deux parce que il faut aussi, en tant que chef d'entreprise d'une start-up ou chef d'entreprise d'une scale-up ou consultant, conseil en gestion de patrimoine, conseil en gestion de fortune, expert comptable ou conseil en financement des uns et des autres, ne pas se tromper. Parce que si on se trompe, eh bien, on risque de perdre du temps, perdre de l'énergie. Par exemple, il m'arrive très souvent d'avoir des chefs d'entreprise qui me disent « Moi, j'aimerais rencontrer tel fonds d'investissement ». Et je leur dis « Mais c'est juste pas le bon partenaire ». Et donc, voici un petit slide pour vous rappeler l'évolution, la courbe de vie de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc, il commence par l'amorçage. Donc, c'est tout simplement la création d'entreprise. On se pose plein de questions, on crée un projet, on s'associe et ensuite, on va chercher des financements associés. Le financement associé à l'amorçage, c'est ce qu'on appelle généralement le Friends and Family et un certain nombre de financements liés aux sociétés en démarrage. Donc, c'est des prêts d'honneur, c'est des petites subventions, c'est des 10 000, des 20 000, des 50 000 euros, des 100 000 euros à gauche, à droite. Il y a évidemment le crowdfunding, les subventions qui peuvent être intéressantes, mais c'est aussi beaucoup le patrimoine et le travail du dirigeant et de ses associés qui va créer la valeur. Ensuite, on va avoir du financement, du capital risque. Le risque, c'est donc quand la société commence à se développer, soit parce qu'elle commence à avoir une équipe, elle commence à faire un peu de chiffre d'affaires, mais même si elle est rentable, elle dépense généralement, à cause du BFR, à cause du coût du financement de la croissance, plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Et donc, elle peut être rentable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une rentabilité, mais avoir plus de dépenses que de recettes. Et là, on reste en risque. En fait, il va y avoir une vraie différence entre le capital risque et le capital développement par le fait qu'on va pouvoir constater soit des cash flows positifs. Et donc, si on a des cash flows positifs, on est en capital développement, on est en scale-up. Soit on est en capital négatif, on va avoir plus de dépenses, plus de cash négatif que de cash positif, et donc on est en capital risque. Alors bien sûr que le terme scale-up s'applique aussi parfois à des sociétés qui sont encore en capital risque, mais de Entreprises et Décisions en tout cas, la société que je représente, nous on s'intéresse surtout au capital développement. Donc c'est la partie qui est sur couleur ocre, jaune. Donc, c'est cette partie qu'on appelle capital développement en France, en français, qui correspond aux entreprises qui sont à la fois en croissance, rentables, mais qui ont des cash flows positifs, net des investissements, net du BFR, net des frais de recherche et développement, net du coût du développement à l'international, net des recrutements, net de tout ça. Chaque mois qui passe ou chaque trimestre, chaque année, eh bien, la trésorerie augmente sans avoir besoin de concourir à des financements externes. Et puis après, il y a la phase de maturité, quand la société commence à faire moins de 15% de croissance annuelle. En général, on dit qu'elle est en phase de maturité. Et donc, maturité parce que sa croissance s'affaiblit, se tasse, elle est toujours rentable, elle est toujours en cash flow positif,
c'est naturel, mais elle investit beaucoup moins, elle fait moins de croissance, elle est sur un marché mature et donc elle est sur un marché différent. Donc en gros, on va catégoriser les entreprises selon 4 parties de son cycle de vie: l'amorçage, le risque, le développement et la maturité. Et donc, à chaque phase, on va appliquer des conseils, on va avoir des banques, des avocats, des experts comptables qui vont être spécialisés dans cette étape de la vie de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, Scale-up, c'est le passage du capital risque à la maturité. C'est la phase où on va continuer à prendre des risques, continuer à grossir, mais dans une société qui n'est plus en phase de start-up, en phase de démarrage. Alors, évidemment, ces terminologies peuvent être différentes d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre. Certains consultants, certaines banques ne vont pas avoir les mêmes catégorisations d'entreprises. Moi, je vous en présente une. Demain, vous pourrez me présenter une autre définition, une autre société. On pourra en discuter avec plaisir. Alors, voilà. Donc, moi, je suis spécialisé en financement des entreprises. C'est l'objet de la conférence du jour, et en particulier plutôt sur des sociétés françaises en France. Et donc, sur ces sociétés françaises en France, on va avoir un certain nombre de types de financement qui ne sont pas exactement les mêmes à l'international. Alors, bien sûr qu'à 80%, ça va être les mêmes. Ce qui va distinguer les sociétés françaises, c'est la partie BPI France et la partie subvention. Vous avez ici le spectre des financements des sociétés qui sont en scale-up, qui sont en croissance. Eh bien, ces sociétés, elles ont tous ces types de financement à leur disposition et même beaucoup plus. Un petit schéma, vous pouvez évidemment faire une impression d'écran. Vous allez évidemment recevoir de notre part la présentation par la suite, mais ce schéma, il est assez complet. Il est assez unique, exceptionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais bizarrement, je ne l'ai pas appris à l'école, et puis aucun conseil en financement, banque, conseil en fusion-acquisition ou fonds d'investissement ne m'a présenté ce tableau par ailleurs, même BPI France. Pourtant, il me paraît assez intéressant, assez clair. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis assez fier. D'ailleurs, je pourrais rajouter la source, mais voilà, si quelqu'un veut prendre la parole pour me dire qu'il a déjà vu quelque chose de ce type par ailleurs, moi ça m'intéresse parce que j'aimerais bien le voir aussi ailleurs. Le financement le plus long terme, c'est le financement en capital. Quand on est en capital risque ou quand on est en start-up, on va avoir des investisseurs qui vont espérer un rendement de x5, x10 à horizon 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'ils espèrent un revenu annuel, une rentabilité du capital compris entre 35 et 60% par an. Et comme en plus ce sont des intérêts composés, eh bien au final, on a 300, 500 000% de rendement et parfois même beaucoup plus. Vous avez entendu pour la France récemment, Payfit, Swile, beaucoup de startups qui ont permis à leurs investisseurs de faire x10, x50, x100 en capital. Ici, comme on est en scale-up, c'est-à-dire qu'on est en société qui sont en croissance, en développement rentable et en cash flow positif, eh bien, l'espérance de gain en capital est plus faible. Et donc, les investisseurs en capital vont se satisfaire de seulement, entre guillemets, 10 à 30% de rendement annuel. C'est-à-dire que sur 5 ans, ils vont quand même vouloir faire 100, 200, 300% de rendement. Quand ils investissent 10 millions d'euros, ils veulent récupérer entre 20 et 40 millions d'euros sur 5 ans. D'ailleurs, de plus en plus actuellement, les investisseurs en capital revendent leur participation au bout de 4 ans en moyenne. C'est ce que j'observe en moyenne en France sur les investissements en capital. J'appelle parfois des fonds d'investissement au bout de 4 ans pour leur dire « Tiens, tu investis dans cette participation en 4 ans, est-ce que tu ne voudrais pas la revendre ?» Et ils me disent bah « Non, tu arrives trop tard, je l'ai déjà vendue. » Les statistiques sont assez formelles. Aujourd'hui, la moyenne et la médiane des investissements des fonds d'investissement, c'est avant 4 ans, donc avant les 48 mois, même s'il y a encore
40% des opérations qui n'ont pas été débouclées au bout des 48 mois, il y en a surtout 55% qui ont été débouclées entre la deuxième, la troisième et la quatrième année. Ensuite, on va pouvoir compléter ces financements par d'autres financements plus long terme, à condition que les investisseurs aient confiance dans l'avenir de la société, avec des obligations convertibles, des dettes mécaniques, des dettes privées. Ce sont des dettes et des financements subordonnés à la dette, mais également moins risqués que le capital. C'est-à-dire qu'ils vont être remboursés avant le capital, mais après la dette. Et de ce fait, leur coût annuel et leur espérance de gain pour les investisseurs est compris entre 5 et 20%. Un investisseur va vouloir récupérer entre 50 et 100% de rendement sur 5 à 8 ans. Donc, ils vont investir en théorie sur 8 ans, mais si jamais le fonds revend au bout de 4 ans, eh bien, l'obligataire, la dette mezzanine et la dette privée vont également revendre avant, parce que pour que le capital soit finalisé, eh bien, il faut que la dette soit vendue avant, cette dette, même si elle est long terme. Ensuite, on va pouvoir compléter ces financements dans certains cas pour certaines sociétés avec de la facturage du leasing, avec un coût annuel de 2 à 5%, des prêts participatifs de relance en France qui ont un coût élevé de 4 à 5%, c'est pour ça qu'ils sont assez peu utilisés, mais quand même, dans certains cas, ça peut être intéressant. Puis, on a tout ce qui va être des contrats participatifs BPI France, contrats transmission, export et croissance, avec pour avantage que ce sont des financements très long terme, avec un différé de remboursement de 2-3 ans, c'est-à-dire qu'on commence à rembourser la quatrième année, et c'est un prêt de 4 à 10 ans, et donc c'est très intéressant pour un coût très réduit de 1 à 2%. Et évidemment, si on a accès au financement bancaire, et comme on est en croissance rentable avec des cash flows positifs, on a accès à ce financement bancaire avec un coût de 1 à 2%, une dette sur 7 à 10 ans. On va pouvoir ajouter à cela parfois du crédit vendeur, complément de prix, avance remboursable, crédit impôt recherche, financement joint d'entreprises innovantes, subventions, PME, etc. Voici quelques exemples de fonds d'investissement qui investissent en France dans des sociétés en scale-up. Ce sont des fonds qui investissent dans des sociétés, alors BPI France évidemment, ils investissent dans beaucoup d'autres sujets, Ardian aussi, mais les fonds auxquels je fais référence investissent dans des sociétés françaises dont la valorisation dépasse 30 millions d'euros et la croissance annuelle dépasse 20% par an. Donc, on a entre 30 et 500 millions d'euros généralement en valorisation et entre 20 et 100% de croissance annuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle les fonds grosses, les fonds croissance. Alors, évidemment, si on prend l'exemple de Battery, Blackstone, CVC, ils investissent aussi, KKR, dans des sociétés qui valent des milliards. Hein. Bien sûr que c'est un minimum que je viens d'évoquer. Voici d'autres exemples de fonds d'investissement français et de financement privé et de dette qui investissent dans des sociétés françaises ou internationales dans certains cas, avec un taux de croissance parfois un peu inférieur, entre 10 et 100% annuel, et sur des valorisations entre 10 et 200 millions d'euros. Donc, à la fois en croissance et en taille d'entreprise, ils peuvent investir sur des tailles plus petites et des croissances plus petites. La dette privée et les dettes bancaires ne s'appliquent que si l'investisseur va être certain qu'au bout de 8 ans, la société aura la capacité de rembourser la totalité du financement prêté. Donc, sinon, eh bien, le risque est plus important. Il n'y a que des fonds en capital qui peuvent investir. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres investisseurs. Il y a des family office, il y a des business angels. Là, je parle seulement de quelques investisseurs privés reconnus de la place. Et enfin, voici d'autres investisseurs européens, Benelux, UK, etc., Eastern Europe, qui investissent dans les sociétés en croissance dont la valorisation est comprise entre 5 millions et 500 millions d'euros. Toujours, ils veulent investir dans des sociétés qui ont quitté le cap du capital risque, donc ils sont moins risqués, ils sont rentables, ils sont en croissance rentable, pérenne et des cash flows positifs. Et ils investissent généralement dans des sociétés qui font encore 10, 20, 50% de croissance annuelle. Quand on veut aller chercher des financements, on déroule un process classique comme si on voulait vendre une société. C'est le même process et d'ailleurs, parfois, on fait des processus dual track. On a des sociétés qui nous disent j'aimerais vendre, mais j'aimerais aussi financer, j'aimerais avoir des offres dans les deux cas pour voir si je préfère faire du financement ou vendre. Et donc, dans ce cas-là, on va dérouler un process qui est assez équivalent.
En démarrage de process, on va systématiquement faire un diagnostic totalement complet de l'entreprise. Et comme pour les startups, on va s'intéresser d'abord au management. Le management, les dirigeants, les actionnaires, ce sont les personnes clés, les personnes les plus importantes de l'entreprise. Et c'est celles-ci qu'on va analyser en premier. On va vérifier qui ils sont, ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles n'aiment pas faire, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire. Et donc, en fonction de ces discussions qu'on a avec les chefs d'entreprise, on va pouvoir les orienter, leur donner des conseils. Et donc, nous, notre métier, c'est orienter les dirigeants d'entreprise. Et donc, ce que je voulais vous partager durant ce webinaire, c'est quelques exemples de conseils qu'on a pu donner à des chefs d'entreprise. Ça a transformé totalement leur société. Ça a permis de créer beaucoup de valeur. Ce dont on va s'apercevoir en général auprès d'un chef d'entreprise en scale-up, c'est qu'il gère des dizaines, voire des centaines de salariés, des centaines, voire des milliers de clients sur plusieurs pays, voire des dizaines de pays. Il gère beaucoup de problèmes. Et on va pouvoir créer beaucoup de valeur en conseillant le chef d'entreprise pour bien lister, bien comprendre, bien maîtriser ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire, pour essayer de l'orienter vers ces seules choses qu'il aime faire, qu'il sait faire et dont la société a besoin. Et il y a généralement 80% de son temps de travail et de ce qu'il fait au quotidien qu'il ne sait pas faire bien, qu'il n'aime pas faire, et en plus pour lequel la société n'a pas besoin de lui, parce qu'elle peut le remplacer assez facilement. C'est généralement les ressources humaines, parfois le commercial, parfois la technologie, la technique, le développement, parfois le développement international, parfois les déplacements. C'est personnel, c'est vraiment chaque dirigeant qui parfois nous disent moi, j'aime pas les ressources humaines, j'aime pas les gérer les personnes, j'aime pas perdre du temps, passer du temps avec chaque salarié pour comprendre leurs problèmes. C'est chacun, parfois l'inverse, au contraire, les chefs d'entreprise, ils disent j'adore les salariés, j'adore le commercial, j'adore la technologie, j'adore les ressources humaines, j'adore l'administratif. Ce qui est important, c'est bien faire le point là-dessus. Parfois, un chef d'entreprise, ça fait 5 ans, 10 ans qu'il a développé sa boîte et il perd du temps, il passe 80% de son temps, il pense qu'il est indispensable, mais en fait, on s'arrête 5 minutes, 5 heures, 5 jours parfois, et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est souvent en donnant des petits conseils de dire arrête totalement de faire toutes ces activités, recrute une personne, fais monter en management, en responsabilité des personnes qui peuvent te remplacer, tu vas libérer du temps, il y a seulement 20% de ton temps qui est vraiment efficace, tu vas te rendre du plaisir et tu vas retrouver une capacité à créer de la valeur, à faire du développement, à faire des choses qui te passionnent et à faire du bien à la société. Récemment, c'est même poussé à l'extrême, on a travaillé pour un éditeur de logiciels qui voulait faire de la croissance. Un dirigeant m'a dit, le dirigeant, fondateur de l'entreprise, qui travaillait dans la société depuis 20 ans, ils avaient un éditeur de logiciels basé dans 70 pays, 350 clients dans le monde et qui cartonnait, mais qui m'a dit, Patrice, je vais arrêter. Le problème, c'est que s'il arrête du jour au lendemain, même s'il y a une période de transition de 1 an, la société va perdre ses capacités de croissance, de développement, etc. On a essayé de lister qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il n'aimait pas faire. On s'est aperçu qu'il n'aimait pas faire ni les ressources humaines, ni l'administratif, ni les finances, ni la gestion de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il aimait faire? C'était la technologie, valider les projets technologiques et valider la stratégie. Ça, on a demandé, ça lui prenait 3 heures par semaine. Et on a tout simplement aidé le dirigeant à faire monter en compétence le responsable commercial pour devenir directeur général et on l'a aidé à recruter un responsable administratif financier. Grâce à ça, on a libéré 90% du temps de travail du dirigeant. Il a donc pu confirmer à l'entreprise qu'il était intéressé pour continuer à travailler pendant 5 à 10 ans, à condition de se limiter à ce qu'il aimait faire. Et l'entreprise a continué à faire de la croissance et même le taux de croissance est passé de 25 à 30% annuel. Et donc, ils ont fait les meilleures années de croissance grâce à ce changement management. Ensuite, deuxième plan d'analyse et de recommandations stratégiques, activités et enjeux de la société. On va analyser les compétences, les salariés, qui fait quoi? Bien, chaque salarié, les clients, les logiciels, les services, les technologies, les pays, pour essayer d'aider l'entreprise. En général, là, on va pouvoir le mieux aider l'entreprise, c'est en analysant les tarifs,
en faisant des études compétitives et donc en aidant l'entreprise à améliorer ses tarifs et donc parfois à augmenter les prix de 5, 10, 20%. On a même une société pour laquelle on a aidé à augmenter les tarifs de 45% et on l'a vendu naturellement 3 fois plus cher que sa valorisation précédente grâce à cette augmentation tarifaire. Également, très souvent, on aide l'entreprise à changer de business model et à passer du CAPEX à l'OPEX, c'est-à-dire plutôt que d'investir, de passer en mode location pour ses clients. Ça paraît assez naturel. On aide les éditeurs de logiciels à passer du mode client-serveur au mode SaaS. On aide les sociétés de vente à passer en mode location longue durée, etc. C'est assez logique. Vous savez tous qu'on est en mode location, mais souvent les entreprises ont du mal à l'appliquer. Et nous, on le fait régulièrement. Ça prend parfois 6 mois, 1 an, mais ça fonctionne. Troisième type de conseil très efficace, c'est que souvent les sociétés ont beaucoup plus de facilité à trouver des clients qu'à trouver des collaborateurs. Et donc, si c'est le cas, par une société de services informatiques, eh bien, on va l'aider à faire basculer l'ensemble de leur budget commercial marketing pour recruter des collaborateurs. Parfois, il y a des petits ajustements pour recruter davantage. Et là, je me rappelle d'un cas d'une ESN française qu'on a aidé à augmenter de 65% le nombre de ses collaborateurs et donc son chiffre d'affaires. Et donc, on a multiplié la rentabilité par 2,5 grâce à ce changement. Ensuite, troisième élément d'analyse et de conseil, c'est les éléments financiers, business plan, sur lesquels il y a toujours des améliorations. Et données de marché, on va aider l'entreprise à bien connaître son marché, parfois à racheter ses concurrents. Et donc, très souvent, en l'espace d'1 an ou de 2 ans, on arrive à aider l'entreprise à doubler, tripler de taille. Récemment, c'est pour le groupe Bage. Non seulement on les a aidés à faire des financements, mais aussi à acheter 5 de leurs concurrents. Et grâce à ça, en 1 an et demi, on est passé de 38 à 100 millions de chiffre d'affaires. On a aidé à faire un financement et capitaliser l'entreprise à 45 millions d'euros, alors qu'avant, ils avaient des capitaux propres seulement de 1 million d'euros. Et en plus, à multiplier par 8 la rentabilité entre 2019 et 2021. Voilà. Ensuite, un petit slide pour rentrer dans le détail de l'analyse, analyse des contrats, analyse des rentabilités, pérennité des clients, segmentation de clientèle, segment de marché, compétences régionales, locales, internationales, analyse de la création de valeur, d'où vient la valeur dans l'entreprise, comment elle a créé sa valeur, quels sont les déterminants de valeur sur lesquels on peut s'appuyer, quelles sont les forces de l'entreprise qu'on peut améliorer, quelles sont les faiblesses qu'on peut transformer en force, et enfin, faire un tableau de bord avec les 20 principaux points d'amélioration possibles pour l'entreprise et donc suivre attentivement ces indicateurs de façon hebdomadaire ou mensuelle. Et nous en tant que conseil en création de valeur pour l'entreprise et l'entrepreneur, on va suivre ce tableau de bord chaque semaine pour que chaque point soit amélioré de semaine en semaine. Alors évidemment, notre travail consiste également à faire économiser du temps aux dirigeants et à ne pas lui faire perdre trop d'énergie et de temps. Donc, c'est très important que ce travail se fasse en très bonne intelligence. Le temps qu'on va prendre aux dirigeants, il va être utilisé de façon optimisée parce que derrière, on va pouvoir lui permettre de gagner beaucoup en efficacité. Évidemment, on va faire des ajustements permanents pour mettre à jour ces recommandations, ne pas travailler toujours sur le même sujet. Parfois, on allait dans des mauvaises orientations. Eh bien, on va changer la liste des sujets, des thématiques pour que ça soit toujours en phase avec la situation d'entreprise et notre compréhension des enjeux actualisés. Comme on parle de scale-up, évidemment, ce qui est très intéressant quand la société grossit, c'est que les multiples de valorisation vont également grossir avec la taille. Donc, une société qui double de taille va souvent multiplier par 4 sa valeur. Et donc, on voit que une même société, si elle est petite, elle va parfois valoir seulement 5 fois sa rentabilité. Et si elle grossit, elle peut
valoir 10 fois sa rentabilité. Alors là, on est sur des multiples de valorisation multisecteurs. Et donc, si on est une société de technologie, on va avoir une valorisation qui est dans le dernier décile, et donc le décile le mieux valorisé. Donc, pour les petites sociétés de 2 à 5 millions d'euros, le meilleur décile, c'est 11 fois l'EBITDA. Et donc, si la même société passe à 75 millions d'euros, eh bien, elle peut passer à 14 fois l'EBITDA. Dans le cas des sociétés de technologie, on a des multiples qui sont meilleurs. Alors là, je ne vous parle pas des startups les mieux valorisées, mais simplement à partir du moment où on est dans le secteur IT, on va gagner 1, 2, 3 niveaux, 3 tours d'EBITDA. Et donc, parfois, il y a aussi beaucoup de sociétés qui travaillent dans l'IT qui sont valorisées 3 ou 4 fois l'EBITDA. Par exemple, des sociétés de négoce ou d'installation. Simplement, en changeant de métier, en passant en service ou en CAPEX, c'est-à-dire une société qui faisait du négoce qui passe en société de service, elle va doubler son multiple d'EBITDA, elle va passer de 4 à 6 fois l'EBITDA. Et ensuite, si elle passe en mode OPEX, SaaS, IaaS, etc., où elle va multiplier aussi le nombre de ses clients, elle va doubler encore ses multiples de valorisation, on l'a vu dans plusieurs cas, en passant de 6 à 12 fois l'EBITDA. Et donc, on a, comme vous le voyez ensuite, on a travaillé par exemple pour un éditeur logiciel qui vendait la licence, qui vendait le logiciel et ensuite qui vendait des contrats de maintenance chaque année par la suite. En passant en OPEX, c'est-à-dire en passant en mode location, type SaaS, eh bien, la location représente 3 fois le chiffre d'affaires du contrat de maintenance. Donc, on était passé de 100 € par mois à 300 € par mois. Et donc, naturellement, le chiffre d'affaires a augmenté fortement. Vous voyez visuellement ici à droite en gris clair par rapport à gauche la maintenance. Même si on ne facture plus la vente de la licence la première année, eh bien, le chiffre d'affaires et la rentabilité explosent. Un changement de business model, non seulement la rentabilité augmente, mais aussi le multiple de valorisation double parce qu'on était passé de 5 à 15 fois l'EBITDA et de 1,5 à 6 fois le chiffre d'affaires. Voici quelques exemples de sociétés qui ont changé de business model. Par exemple, en France, Canal+ et Teneris Bouygues, qui signaient des contrats de 2 ans avec leurs clients et qui, à partir du moment où ils ont changé de business model, ils ont dit maintenant, Canal+, il n'y a plus d'engagement de 2 ans, eh bien, en passant 1 mois renouvelable, eh bien, ils ont gagné en fidélité et donc le taux de perte de clients est passé de 25% par an à seulement 5% par an. Tout simplement parce qu'un client qui est bloqué pendant 24 mois avec son fournisseur, il ne rêve que d'une seule chose pendant les 24 mois, c'est de changer de fournisseur. Or, à partir du moment où vous avez la possibilité de changer de fournisseur tous les mois, eh bien, vous ne changez jamais parce que vous dites je le ferai le mois prochain. Et comme vous pouvez changer n'importe quand, vous le gardez 5 ans, 10 ans, 20 ans. La durée du contrat est donc beaucoup plus longue. Et c'est comme ça que Free a pu avoir des tarifs pour le téléphone mobile beaucoup plus faibles en France avec un contrat de 1 mois renouvelable alors que les concurrents étaient sur 24 mois. Netflix applique également la même recommandation. Donc, on voit que les éditeurs logiciels en mode SaaS sont valorisés 5 à 10 fois le chiffre d'affaires, alors que la maintenance, c'est 1 à 2 fois le chiffre d'affaires. Dans le nettoyage industriel, on multiplie par 3 également le chiffre d'affaires quand on est sans durée d'engagement. Dans les sociétés de services informatiques, on passe de 60-80% de chiffre d'affaires à 1,5 fois le chiffre d'affaires et dans les services managés également. Je vais revenir juste sur un slide qui est passé rapidement tout à l'heure. C'est l'augmentation des multiples de valorisation. On est passé de 5 à 12 fois l'EBITDA ces dernières années. Et voilà, c'est vrai que c'est flagrant. En augmentant la taille et en rendant le chiffre d'affaires plus récurrent, eh bien, on va pouvoir multiplier par 10, par 50 la valeur de la société. Et enfin, la France paradis fiscal de la cession d'entreprise, c'est à l'occasion d'une opération capitalistique, on fait un cash-out. Eh bien, en France, on ne va pas payer beaucoup d'impôts. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pays dans lesquels on paye encore beaucoup moins d'impôts, typiquement la Belgique, Israël, mais déjà en France, on paye en général entre 0 et 12% d'impôts et entre 0 et 17% de charges sociales
quand on fait des plus-values en capital, qu'on soit investisseur financier ou chef d'entreprise. Et enfin, quelques exemples de transactions réalisées. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Patrice, je pense que le tableau des transactions est intéressant. Tu peux donner quelques exemples? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, parce que là, ce qu'on voit, c'est des logos, etc. Mais c'est quand même sympa parce que à partir du moment où tu donnes des cas concrets, tu vois les gens. Ah, tu l'as enlevé le slide. Non, il va revenir, il va revenir. Okay. Tu as 100% raison, mais comme on est… évidemment, je voulais juste donner un autre… Mais bon, voilà, on va revenir sur ce slide. L'avantage, c'est que ce sont nos dernières opérations, donc ce sont les plus récentes. Et c'est d'ailleurs que des exemples de scale-up. Donc, si on prend Baj, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il m'a contacté en mars 2020 en me disant, voilà, mon dernier bilan, c'était 38 millions de chiffre d'affaires et une grosse rentabilité. Il était déjà naturellement en grosse croissance. Mais il me disait surtout, je fais déjà 38 millions de chiffre d'affaires. J'ai commencé ma société en 2010, donc tout seul. J'ai recruté 400 personnes. Mais ça y est, quoi, j'ai abouti, je vais vendre. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez vendre? Je veux vendre, attendez. Voilà. Il pensait que c'était un aboutissement. Il a cumulé des choses qu'il n'aimait plus faire au quotidien. Et puis, il se disait, pourquoi pas? Maintenant, mon directeur général va prendre sa retraite. Ça y est, c'est peut-être le moment. Et puis, à force de discuter, on s'est aperçu que, son directeur général, il avait beau avoir 65 ans, il pouvait encore travailler quelques années. Que deux, il y avait plein de choses qui ne le passionnaient plus dans la société, mais il y avait surtout des choses qui le passionnaient. Et surtout, trois, sa société méritait un épanouissement, une présence nationale, alors qu'il n'occupait que quelques villes au préalable en France. Et donc, on a fait exactement le chemin inverse. On l'a aidé à obtenir un financement auprès de MBO & Co, un fonds d'investissement reconnu en France. Et surtout, on l'a aidé à acheter plusieurs sociétés comme TTPI, Team Réseau, etc. Et donc, comme ça, on a triplé le chiffre d'affaires et aujourd'hui, il est en phase de croissance. Il pense qu'il va encore passer à 200 millions de chiffre d'affaires et qu'il va vraiment prendre encore plus de parts de marché. Donc, tout était centré sur le dirigeant qui potentiellement aurait pu vouloir passer la main, mais au contraire, il s'est aperçu qu'il préférait diriger cette entreprise. Il est jeune en plus, il a encore énormément de choses à accomplir et aujourd'hui, après 200 millions, il va peut-être faire 500 millions et 1 milliard. Dans l'exemple de Coptis, c'est un développement international, donc une société qui était déjà présente à l'international, qu'on a aidé à faire encore plus de pays, plus de services, et aussi à devenir une société SaaS, alors qu'au début, c'était une société éditeur de logiciels classique client-serveur. Et en plus, on les a aidés à obtenir un financement de la part d'Extense, qui plus est, Extense est spécialisé du financement en capital pour les éditeurs de logiciels dans la santé. Et comme Coptis, c'est un éditeur de logiciels dans la santé et le cosmétique, donc c'est un éditeur de logiciels en formulation pharmaceutique et cosmétique, eh bien, il a trouvé au sein de Extense d'autres sociétés qui partageaient les mêmes valeurs en termes d'éditeurs de logiciels dans la santé. Batibig, également scale-up, deux chefs d'entreprise très jeunes, la trentaine, qui, de rien, avec l'aide de Ciparex, ont créé un groupe de 100 millions de chiffre d'affaires, présent, pareil, dans un certain nombre de régions en France. Également, Nexicap, on les a mis en relation avec le groupe Silae, un groupe de centres de santé dentaire, ophtalmologie, radiologie et multisanté, qui est tout jeune, parce que la société a 6 ans, donc on peut se dire qu'au bout de 6 ans, ça reste une start-up. Non, quand même, 50 millions de chiffre d'affaires, une grosse rentabilité, eh bien, on devient scale-up, on continue à faire de la croissance. Et donc, cette année 2021, l'année dernière, ils sont passés de 10 à 14 centres de santé. Et donc, en 2022, devraient ouvrir encore 5 centres de santé, passer à 20 centres de santé environ.
Et donc, on les a aidés à recruter un management intermédiaire, une direction. On a aidé 2 dirigeants à se retirer parce qu'ils avaient l'âge de la retraite. Mais malgré tout, on a aidé la société à encore doubler de taille, de rentabilité, dans un secteur en pleine croissance, parce que comme vous savez, les centres de santé en France sont un marché qui a été créé en 2013, libéralisé, parce que désormais, on n'a plus besoin d'autorisation de l'ARS, l'autorité de régulation de santé en France, pour ouvrir un centre de santé. Il suffit de déposer un dossier. Et enfin, et si propreté, à qui qu'on a aidé dans la croissance, parce qu'on leur a aidé à faire 4 acquisitions en 2021. Et donc, c'est un groupe de services aux entreprises dans la propreté et nettoyage qu'on a aidé à passer le cap des 50 millions, donc ils vont bientôt atteindre les 100 millions d'euros. Avec ces acquisitions, cette croissance, et on les a aidés également à augmenter leurs tarifs, à continuer à signer des petits clients, parce qu'à un moment donné, ils pensaient qu'il était meilleur, plus intéressant d'attaquer des gros clients. Or, les gros clients, ils sont moins rentables, il y a plus de compétition. Alors que les petits clients, il y a des millions de petits clients qui veulent une prestation de nettoyage et en plus, ils sont plus rentables. Voici donc quelques exemples d'opérations récentes de 2021 de Scale-up qu'on a aidé à doubler de taille. Je pense que quand tu donnes des exemples, c'est très parlant et ça donne des idées aux gens. Le chef d'entreprise, il a entre les mains souvent une société qui peut encore faire beaucoup plus briller. Et donc, il y a souvent des petits changements liés à sa personne, à son organisation, à ses associés, à ses marchés, qui peuvent créer beaucoup de valeur au niveau national et international. Dans la technologie ou dans les services, ça fonctionne aussi bien. Est-ce qu'on a la possibilité de poser des questions? Oui, tout à fait. Allez-y, Lionel. Ah, ok. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Excellente présentation, Patrice. Vraiment, on sent qu'il y a de l'expérience et c'est plein d'exemples et c'est vraiment génial. Maintenant, la question vous concerne en fait Rachel et Patrice. Moi, je me suis inscrit à ce webinaire parce que ça s'appelle Réseau Expert Alia. Oui. Et là, je vois rien qui concerne Israël. On sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs francophones, anglophones, qui cherchent à investir je dirais, avec des partenaires qui partagent la même culture en Israël, tout simplement parce qu'on a un IT fort, il y a un écosystème extrêmement développé. Et là, je vois rien qui concerne Israël. Voilà. Alors, merci pour votre question. Moi je travaille principalement en France, mais il se trouve que beaucoup des chefs d'entreprise que vous avez devant les yeux, pour lesquels vous avez des opérations devant les yeux, ont un projet de faire leur ALIA. Et donc, c'est pas écrit là, mais la majorité ont ce projet-là et l'ont peut-être même déjà réalisé. Alors, c'est confidentiel, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en travaillant en France, je travaille souvent pour des chefs d'entreprise français qui veulent faire leur ALIA ou qui ont fait leur ALIA et qui veulent avoir une société pérenne, rentable, récurrente, résiliente, sans avoir besoin d'y être présent chaque jour. Et donc, ces conseils qu'on leur prodigue permettent de faire monter du management, permettent de faire monter des responsables, permettent de rendre la société opérationnelle sans leur présence physique quotidienne et avec quelques heures par semaine ou quelques heures par mois ou quelques semaines ou mois par an, eh bien, ils peuvent faire tourner la boutique et ça permet donc à la société de ne pas perdre leur chef d'entreprise parce que quand un chef d'entreprise vend sa société parce qu'il veut quitter la France, eh bien, souvent, c'est la société qui en subit des conséquences violentes. La séparation avec les dirigeants se passe souvent très mal si elle n'est pas très, très bien organisée. Alors que quand on rend le chef d'entreprise moins indispensable au quotidien, soit d'ailleurs on peut vendre la société, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il n'était pas responsable administratif, il n'était pas responsable, il n'était pas nécessaire au niveau commercial ni au niveau technologique. On s'aperçoit que la société fonctionne sans lui. Donc, soit il reste propriétaire
où il reste actionnaire minoritaire de l'extérieur, soit même il peut vendre sa société. Donc voici le lien. Maintenant, là, on n'est pas en train de vous expliquer comment acheter une entreprise en Israël. Maintenant, ces conseils que je prodigue et ce travail que je fais en France, eh bien, on le fait souvent aussi dans d'autres pays. C'est une société israélienne peut également faire de la croissance par le même type de recommandations, sauf que ce n'est pas le même environnement, donc ça ne va pas être les mêmes fonds d'investissement, les mêmes partenaires financiers. Et vous avez les contacts au niveau des fonds d'investissement présents en Israël? Je n'ai pas dit israélien, j'ai dit présents en Israël. Alors, non, il y a 0 fonds d'investissement français qui s'intéresse à Israël. Alors là, je vais être catégorique. C'est clair. Ça fait 20 ans que j'ai proposé des centaines de dossiers à des fonds d'investissement français. Donc, 0 va investir en Israël. Donc, si vous dites des fonds qui vont investir en Israël, c'est 1, des fonds israéliens, 2, des fonds américains. Et après, il y a des fonds anglais, des fonds allemands, suisses, japonais, chinois. Mais vous mettrez la France en dernier. Okay, Lionel, mais de toute façon, Patrice a les contacts aussi avec des fonds autres que français. Donc, il faudrait en fait comprendre un petit peu plus ce que vous avez en tête pour pouvoir vous répondre. Non, en fait, c'était vraiment ma question. C'était vraiment ma question parce que je voyais que des fonds essentiellement français, on va dire, et je voulais savoir s'il avait les introductions, mais dans la finance en général, il y a toujours des introductions avec les partenaires. Exact. Ok, super réponse, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrice à part les questions adressées par Lionel? Ou je pense que c'était très clair. Est-ce que vous avez peut-être aussi d'autres idées ou d'autres retours à partager avec nous? Bon, ben, je pense que ça a été très clair, hein, Patrice. Merci à tous pour votre participation, votre présence. Si certains veulent rester après la conférence, peut-être que Rachel, tu peux ne pas la fermer parce que parfois certaines personnes veulent échanger à titre privé, donc on peut la laisser ouverte on peut laisser le Zoom ouvert pour 1 ou 2 personnes qui veulent rester après. Évidemment, vous avez mes coordonnées que je vais d'ailleurs vous redonner dans le chat, mais je vais aussi vous envoyer la présentation par email, comme ça vous aurez mes coordonnées. Vous pouvez évidemment me solliciter pour toute question, à chaud, à froid, même si vous ne rentrez pas dans le cœur de notre activité, on peut aussi vous faire des recommandations.